Excusez-moi. Donc nous sommes honorés d'apporter notre contribution à cette journée et nous vous remercions de nous accueillir pour la présentation de notre travail sur la lutte et le catch. Pour nous présenter rapidement, donc Parwin et moi sommes tous deux docteurs en STAPS et nous nous sommes rencontrés lors de nos études doctorales ici à La Réunion. Sous la direction, bien évidemment, merci Parwin, de Jean-Michel Delaplace, notre directeur de thèse commun. Donc, à la suite de nos recherches précédentes sur le rugby dans le département, qui a abouti à la publication d'un ouvrage, nous avons fait des recherches sur un autre sport de combat qui est la lutte, dite lutte olympique. Et ce, bien qu'il existe à La Réunion d'autres types de luttes comme l'accroche ou encore le moringue. Et du coup, notre problématique et notre travail de recherche, en tout cas, s'articule autour de l'introduction et la diffusion. Donc, comme on l'avait fait pour le rugby, c'est en fait de comprendre comment ce sport s'est durablement installé à La Réunion. Et donc pour cela, donc il a fallu chercher des sources qui évidemment étaient quasi inexistantes. Et donc en fait, c'était un peu comme partir d'une feuille blanche parce qu'il y avait rien qui avait été écrit sur le sujet. En tout cas, sur l'accroche, il y a un livre qui a été écrit en 2006, il me semble, et récemment un article de Louis qui est en passe d'être publié, si un jour il arrive. Sur l'échec de la sportification de l'accroche à La Réunion, mais dans un même temps, donc on constate que la lutte, elle, a réussi à s'implanter à La Réunion et de façon durable et de façon assez spectaculaire peut-être avec les résultats. Donc pour retracer cette histoire, on a dû donc étoffer nos sources et donc on a le problème majeur, en tout cas c'est ce qu'on évoquait d'ailleurs avec Monsieur Goglione, et je peux attester de la qualité de son travail parce qu'on l'a croisé plusieurs fois aux archives départementales et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et du coup, on a quand même été tributaire de plusieurs facteurs, notamment déjà l'accès aux archives départementales, qui est extrêmement compliqué, comme d'autres historiens dans la salle pourront peut-être attester. Parfois, donc les journaux ne sont pas disponibles, parfois ils sont pas en état, et parfois ils sont complètement absents. Et alors la direction des archives départementales n'a aucune idée de ce qu'elle possède dans ces rayons. Et donc, nous avons rassemblé des archives à la fois dites sportives et des archives du sport. Donc, la distinction que l'on opère entre les archives sportives et les archives du sport, c'est la même que Patrick Lass a défini en tant que deux éléments distincts. Donc, par archives sportives, il dit Patrick Lass, il faut entendre les archives de l'institution sportive ou encore les archives qui sont fournies par les sportifs eux-mêmes. Tandis que les archives du sport, qui vont être celles qui vont émaner d'autres institutions comme celles des départements, des ministères et également des collectivités locales, des entreprises productrices de matériel sportif et les sociétés de parrainage sportif ainsi que les médias. Et donc nous avons souhaité croiser les sources écrites aux sources orales comme pour actualiser donc du coup les différents contenus et donc donner la parole, comme le dit Philippe Joutard, aux silencieux de l'histoire. Merci. Donc, notre travail a commencé par la collecte des archives écrites aux archives départementales, comme vient de le dire Parwin, mais aussi au niveau de la préfecture. En ce qui concerne nos archives orales, cette collecte a été permise par l'enregistrement d'entretiens semi-directifs. Et le choix de nos témoins, c'est dans un premier temps orienté vers le premier président du comité régional de la lutte de La Réunion, qui est ici présent, et qui nous a ouvert son répertoire pour rencontrer les autres acteurs locaux de ce sport. L'ensemble des données récoltées nous apporte quelques éléments de réponse sur l'installation donc durable de ce sport dans le paysage sportif que nous allons vous présenter succinctement puisque ce n'est que le début de notre recherche.
Donc du coup, grâce au dépouillement des premiers articles de presse retrouvés aux archives départementales, on a pu retracer donc les premières traces de la lutte et du catch, parce que les deux sont intimement liés, aussi bien au niveau national que sur le sol réunionnais. Et donc on a réussi à le situer au mi-temps du XXe siècle grâce à ces archives. Donc croisement entre la presse, les entretiens et les publications d'associations. Et donc on a retrouvé les premiers articles en 1955-1956. Donc et on voit bien donc à cette époque lutte gréco-romaine et catch ne se font pas l'un sans l'autre. En fait, à cette époque-là, la lutte gréco-romaine, elle va jouer plutôt le rôle de levée de rideau lors de galas de catch qui sont organisés dans des fêtes assez populaires, donc des kermesses, des galas privés, dans les cinémas, etc. Et donc les premiers lutteurs ont aussi, donc ce qui est assez intéressant, on retrouve des lutteurs qui ont des noms de scène. Donc par exemple, Raymond Nice a un nom de scène donc, qui s'appelle le Fauve. Donald Fichora s'appelle l'Ours et son frère Michel Fichora est appelé le Bélier. Et donc on a parmi nos témoins un des premiers, en tout cas un des lutteurs qui ont côtoyé ces gens-là, René Mardaille, qui nous a donc parlé de ces personnes, s'entraîne avec eux, mais dans des cours privés, c'est-à-dire que ça se passe dans leur jardin, dans des salles privées, et donc la lutte, elle est juste visible au moment des galas, des fêtes, des kermesses, mais elle n'est pas forcément connue du grand public. C'est-à-dire qu'en fait, les entraînements se font à titre privé chez les personnes. Et donc, on a juste donc des représentations, des spectacles au moment des kermesses, des galas et des fêtes populaires. En revanche, donc Jean-Claude Lasso, qui aussi est appelé l'étrangleur, qui est champion de l'océan Indien de catch, rencontre en 1966 le Norvégien Charles Jourdan, qui est un ancien boxeur et champion de France, qui apparemment serait issu donc de cette première génération de lutteurs, catcheurs, tout comme Joseph Lallemand, Christophe Pauline, Jacques et Alexis Mazaka ou encore Noël et Dallot. Donc ça, ce sont les premiers noms qu'on a retrouvés dans les articles de presse. Mais il faut savoir qu'à cette époque, donc quand on voit les articles de presse de cette époque sont très très succincts. Il y a peu de données sur les matchs en eux-mêmes. Et l'article, un des articles qui a retenu notre attention dans le Journal de Lille de 1966 nous apprend qu'il existe donc pas mal de lutteurs, mais surtout qu'il existe un club qui se situe à Saint-Denis et qui est domicilié donc rue de la République au bas de la rivière. Mais donc je cite Jean-Claude Lasso qui faisait partie de ce club. Donc il dit: nous avons bien un club de lutte qui fait partie du comité d'haltérophilie de la Réunion. Nous espérons avec l'accord de la Fédération française de lutte pouvoir démarrer véritablement d'ici quelques mois, mais il déplore à cette époque l'absence de salles, d'entraîneurs et d'infrastructures. Et donc, ce n'est pas la version uniquement sportive de la lutte qui semble être présente à La Réunion, mais plutôt celle d'un spectacle sportif. Et encore une fois, je cite Jean-Claude Lasso qui dit: le catch est ici extrêmement populaire, pourtant c'est malheureusement un sport qui dort. Et donc, si le catch, lui, il était souvent associé à l'idée de triche, René Mardaille nous assurait, donc pendant nos entretiens avec lui, que les matchs n'étaient pas truqués et dans le sens où le gagnant n'était pas déterminé forcément à l'avance. Et donc, on a quand même des lutteurs qui s'accordaient un minimum pour qu'il y ait un certain spectacle. Et il y avait donc à cette époque des enchaînements à réaliser, donc 3 techniques par personne sans le tomber. Et le ring était à cette époque constitué en contreplaqué. En conclusion, donc au milieu du XXe siècle, la frontière entre la lutte et le catch reste très ténue. Et du coup, il y a vraiment l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les matchs de catch ou les galas de catch en général sont soit précédés, soit suivis de matchs de lutte gréco-romaine ou de lutte libre. Et la lutte donc gréco-romaine joue le rôle donc de lever de rideau lors de ces représentations. Et il faut noter donc que cette toute première génération des années 50 et 60 de lutteurs ne semble pas avoir été en contact avec ceux qui ont suivi et qui sont arrivés par la suite dans les années 70, 80 et 90. Donc, tu peux avancer.
En effet, si le premier club de la lutte est déclaré en 1956 à Saint-Denis, il n'y avait pas d'autres clubs qui étaient reconnus institutionnellement, et ce, avant les années 80. La lutte était donc bien présente, comme vient de nous le dire Parwin, dans le département, et comme nous le dit René Mardaille, lui et son frère, dans les années 70, pratiquaient dans un club privé à Sainte-Clotilde, chez les frères Fichora. Et après, il y avait son club qui était tenu par son frère Donald Fichora. Donc, à partir de là, il y a eu le premier rencontre de la lutte, c'est-à-dire le club de la Royal Pitel à Sainte-Clotilde contre le club de la PK. Donc, entre la présence officielle en 1980, entre la présence officielle en 1956 de la lutte et la création d'un comité régional de lutte en 1990, il semble que la lutte vivote dans le département entre le nord et l'est de l'île. Nous allons justement écouter René Mardaille à ce propos. Vas-y. Donc, ce n'est pas grave, on n'entend pas René Mardaille, qui nous dit simplement qu'il y avait des clubs marrons à La Réunion, des clubs où des pratiquants se rencontraient. Et par marron, il faut entendre l'absence de reconnaissance institutionnelle de la lutte. On peut même dire que la lutte à cette époque-là était confidentielle. Rappelons donc, comme le disait tout à l'heure Parwin, que la relation est ténue entre le catch et la lutte au début du XXe siècle. Pour René Mardaille, les premiers lutteurs, ce sont des catcheurs et inversement. Et si cette lutte qu'il pratique dans les années 70 n'est pas forcément codifiée, ce n'est pas celle donc qui est dans le règlement de la Fédération française de lutte. Il entreprend dans les années 82, on peut voir sa lettre. Voilà, la lettre, le brouillon, il nous a confié son brouillon qu'il avait rédigé où il demandait justement à la fédération les démarches à faire pour pouvoir créer un club et donc, disait-il, pour se faire connaître. Donc, à partir des années 80, la lutte olympique, des clubs sont créés. Et à la tête de ces deux clubs, on retrouve à la présidence René Mardaille. Donc, si on voit bien qu'il y a un début de structuration ou tout au moins de reconnaissance institutionnelle de la lutte, elle reste quand même de l'extérieur inconnue sur le territoire. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'interview de Navin Ramsaran, qui est un champion de lutte en 1988, dans un article du GIR. Il déplore, il souhaiterait qu'il y ait introduire la lutte à La Réunion parce qu'il pense qu'il y a les infrastructures qui sont disponibles. Alors, c'est un ancien judoka. On sait très bien que les dojos, les sites, les infrastructures entre la lutte et le judo sont parfois identiques. Donc, pour lui, il y a les infrastructures. Il souhaite introduire la lutte à La Réunion pour, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait davantage de confrontation, mais aussi dans l'objectif que la lutte soit présente aux Jeux des îles de l'océan Indien en 1990. Et il ne rencontre pas, il n'a pas du tout connaissance de René Mardaille, comme nous dit ce dernier. Donc, il y a bien la création et l'affiliation de clubs dans la lutte, qui sont donc autant d'éléments favorables dans les années 80 à la création peut-être un petit peu plus tard, c'est-à-dire en 1990, du comité de lutte de La Réunion qui va voir le jour avec l'arrivée de Bernard Sabatier 2 ans plus tôt dans l'île à La Réunion suite à une mutation. Il est un lutteur formé à Font-Romeu. Il a donc le réseau nécessaire puisque son ancien entraîneur est Georges Carbas qui ne vient pas à La Réunion mais qui vient à Maurice et il profite de ce séjour à Maurice pour voir avec lui, pour commencer à structurer davantage la lutte à La Réunion. Donc Georges Carbas, qui était conseiller technique national, vient à La Réunion et Bernard l'aide en faisant un appel pour structurer la lutte à La Réunion. Et donc Bernard fait un appel dans les différents journaux de l'île pour appeler les lutteurs qui seraient intéressés pour structurer la pratique de ce sport à La Réunion. On retrouve répondre à l'invitation une poignée d'hommes qui sont, on l'a dit, René Mardaille, Jean d'Argel, Maurice Fessard et Michel Fichora, dont on a parlé tout à l'heure. Dans cette même année, donc dans les années 90, en même temps qu'est créé le club
le comité régional de lutte, il va y avoir un club qui va être créé en 1990 à Saint-Louis par un célèbre footballeur, tout au moins un footballeur très connu à La Réunion dans ces années-là, c'est-à-dire le Saint-Louisien Madi, qui est président du premier club de lutte à Saint-Louis. Il y aura René Mardaille à Saint-Denis, à Sainte-Clotilde, pardon, et il y a dans les années 91, la Dominicaine, le club de Étang Salé, où Bernard Sabatier est entraîneur. Et puis, il y aura plus tard, dans les années 92-93, un club à Saint-Leu qui ne durera pas longtemps, et les MAC, qui est l'ancien club de Saint-Louis. Donc, dans ces mêmes années, donc, plusieurs clubs ont été créés, comme je vous l'ai dit, et nous allons voir maintenant comment la lutte a pu continuer de s'installer à La Réunion. Donc pour expliquer en partie cette installation durable dans l'île, il faut prendre en compte donc la mise en place de premières compétitions internationales et un certain dynamisme du premier comité régional de lutte qui va mettre en place dès la première année un Open international, un an à peine après sa création. Donc il aura lieu à l'Étang Salé. Le comité a le soutien, entre autres, de la municipalité par l'intermédiaire de l'ancien adjoint au maire de l'Étang Salé, donc Francis Rivière. Et il va y avoir donc invitation des autres îles de l'océan Indien, et notamment l'île Maurice va participer donc à ce premier Open. Et qui va bénéficier donc du coup d'une couverture médiatique assez importante par voie de presse, notamment de pleines pages dans le quotidien et dans le GIR. Le second Open en 92 aura lieu à Saint-Denis. Il a une envergure internationale plus grande avec la présence de la délégation mauricienne, mais aussi malgache et sud-africaine. Donc on n'est plus seulement dans le niveau régional, mais presque international. Et toutefois, il faut donc noter que la pratique n'atteint pas les non-initiés si on se fie au nombre de spectateurs. Donc comment expliquer finalement cette installation durable dans le paysage sportif local ? Il faut savoir donc que très vite de jeunes lutteurs réunionnais et puis pas forcément réunionnais du coup, enfin ça dépend ce qu'on va appeler réunionnais de ce qu'on vient de dire, vont émerger à La Réunion. Donc notamment, on peut citer Laurence Jouve, qui participe au GOI en tant que judokate, mais qui entend parler de la lutte et qui, après avoir donc pris contact avec Bernard Sabatier, est licenciée à la Dominicaine. Elle va être première championne de lutte qui s'exporte au niveau national et vice-championne de France en lutte en 92 et troisième en 93. Il y aura également François Boucher et Jimmy Waro, qui sont deux jeunes hommes du sud-ouest de l'île, à intégrer le centre de haut niveau de lutte de Crèves de Dijon. Et le premier, donc François Boucher, va avoir un très long palmarès. Entre autres, il va être troisième au championnat de France en 93 dans la catégorie cadet, en 94 vice-champion de France, en 98 prépare les championnats d'Europe et en 98 finit deuxième au Jeux des îles de l'océan Indien. Le second, donc Jimmy Waro, lui, sera septième à ses premiers championnats de France cadet. Et on peut citer également Yvan Abrousse, qui en 94 va être troisième au championnat de France en équipe et un an plus tard champion aux Jeux des îles de l'océan Indien. Et il faut noter également donc le succès, en tout cas, de l'équipe réunionnaise de lutte, qui va permettre à La Réunion de remporter les titres de lutte aux Jeux des îles de l'océan de 98. Toutefois, ces performances individuelles ne sont pas qu'un feu de paille, ces performances de haut niveau, puisque la stratégie du comité dès ces premières années est, comme nous l'avons vu précédemment, de diffuser la lutte réunionnaise auprès des jeunes et plus particulièrement dans le secteur scolaire. Dans les années 90, au moins une fois par an, il y avait des cadres de la fédération qui venaient sur l'île pour former les cadres du comité. Donc, c'était des instructeurs, des entraîneurs, des arbitres. Et ils sont assurés, comme je viens de le dire, par les cadres de la fédération, des copains de promotion de Font-Romeu, ou encore comme Bruno Dodieu, Dominique Latarade, nous voyons sur la photo Yvan Meunier, ou encore par Bernard Sabatier. L'imprégnation du tissu scolaire est facilitée par la profession de Bernard Sabatier, qui a été instituteur, puis est devenu enseignant de PS. Plutôt branché scolaire, et c'est vrai que, et jeune, donc nous, notre créneau, c'était former des gamins. La lutte senior a très peu fonctionné à La Réunion.
Donc, il y a un partenariat avec l'Éducation nationale. Il a l'accord de l'inspecteur pédagogique régional d'EPS d'éducation physique et sportive, Pierre Danse, pour animer des stages de formation de lutte pour les professeurs d'EPS du secondaire. Il y a aussi des démonstrations de tournois dans les écoles primaires qui sont organisées et d'autres acteurs, comme nous l'avons dit, par exemple tout à l'heure, le footballeur président du club de la Saint-Louisienne, Madi, qui était éducateur de la ville, qui promeut cette activité dans le milieu scolaire au niveau des écoles primaires. L'accent est aussi mis sur la lutte collège à La Réunion dès 1994. C'est un axe promu par la fédération aussi au niveau de l'Hexagone. Et La Réunion participe à ces championnats scolaires UNSS, Union nationale du sport scolaire, en 1999 pour la première fois. On voit aussi la présence de la lutte au niveau des Jeux de l'océan Indien. Et ça permet de mettre un coup de projecteur sur ce sport pas uniquement mettre un coup de projecteur, mais surtout parce qu'il va y avoir des athlètes qui vont avoir gagné des médailles lors de leur première participation. Et autre axe qui est proposé, défendu par le comité, mais aussi c'est ce que demandait Georges Carbas quand il est arrivé, lorsqu'on lit les interviews du journal, c'est de faire en sorte que la lutte se tourne vers l'extérieur. Tout à l'heure, on disait que le sport avait du mal il n'y avait pas suffisamment de confrontation avec l'extérieur, avec le niveau. Là, on voit bien que la lutte réussit dès la première année, dès 1990. Il y a le tournoi de Noël qui est international, qui est proposé surtout pour les jeunes. Et on a aussi au niveau scolaire des stages qui sont proposés ou encore des stages pour les cadres, notamment je pense à celui de 1995 où les stages vont à la suite d'une formation faire un tournoi à Madagascar. Et en 2000, il y a le collège de l'Entre-deux qui part à Font-Romeu. Donc ça, ce sont autant d'actions qui mettent en exergue le dynamisme de la Réunion, de la lutte réunionnaise. Autre source qui permet de diffuser et qui montre l'implantation de ce sport, ça va être l'arrivée de nouveaux acteurs locaux qui sont des enseignants d'EPS qui vont être mutés à La Réunion et qui vont aussi être des cadres qui vont faire le lien entre le fédéral et le scolaire, puisqu'ils vont créer des associations sportives de lutte, mais ils vont aussi être entraîneurs. Et dernièrement, on en a dit, en 2007 est créé le premier regroupement régional de sportifs de haut niveau. Et là aussi, ça montre que la lutte s'est enracinée à La Réunion. Donc oui, du coup là on voit bien le développement des différents clubs et du nombre de licenciés qui ne cesse d'augmenter. Et donc au terme de cette présentation, il nous apparaît intéressant donc de montrer que cette recherche revêt un intérêt heuristique parce que la lutte en tout cas joue à La Réunion un rôle d'intégration des jeunes dans la société. Elle permet également la lutte permet également donc donc, en tout cas, elle a une histoire croisée avec le catch dès son apparition dans la presse locale au mi-temps du XXe siècle, alors que à ce moment-là, les sports qui avaient voix de presse étaient plutôt des sports pratiqués par la bourgeoisie de l'époque, tels que l'hippisme, le cyclisme, ou encore des sports collectifs tels que le football. Mais cette lutte spectacle va laisser place peu à peu à une lutte sportive à la fin du XXe siècle et va permettre donc à la filière lutte de se structurer, d'être officiellement reconnue par la Fédération française de lutte et donc d'être, en tout cas, d'avoir une vitrine à travers les jeunes réunionnais qui vont réussir aux différents championnats. Et enfin, la politique sportive du comité qui vise à former des cadres afin de proposer une formation de qualité aux plus jeunes porte très rapidement ses fruits, puisqu'on voit que les lutteurs et lutteuses réunionnais, dès leurs premiers championnats nationaux, sont sur le podium, qu'ils soient fédéraux ou scolaires. La passion, le dévouement, le réseau professionnel et sportif des acteurs et actrices de la lutte à La Réunion permet donc une ouverture et une régularité des échanges dans la zone océan Indien et qui sont autant de clés de succès de l'implantation de ce sport et de l'implantation durable dans le paysage sportif local.